Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui a pour thème échantillonnage de la documentation technique, la grande nouveauté du règlement diagnostic in vitro. Le webinaire sera présenté par Agnès Martinec, directrice projet stratégique chez Nexialist et référente diagnostic in vitro. La présentation durera environ 25 minutes, sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions, bien évidemment, avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Agnès Martinec à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Alors, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Agnès Martinec. Merci Nicolas, bonjour à tous. Merci de participer donc à ce webinaire consacré à l'échantillonnage de la documentation technique, dont l'ambition est de... Alors attendez, hop, je vais... Ça y est, vous voyez ma deuxième slide. J'avais un problème. Donc l'ambition donc, est de comprendre le cadre d'application de la procédure d'échantillonnage de la documentation technique et l'utilisation de ces critères pour l'élaboration et la maintenance du plan d'échantillonnage pendant la période de validité du certificat, de comprendre les notions de catégorie et de groupe générique et de disposer des clés pour le découpage d'un catalogue de produits faisant l'objet de la demande de certification. Avant toute chose, quelques mots sur la classification des DMDIV. Pour vous rappeler, s'il le faut encore, qu'avec le règlement 2017-746, les dispositifs ne sont plus classés en fonction de leur appartenance aux listes décrites en annexe 2 de la directive 98/79/CE, mais en fonction de leur classe de risque, en considérant deux paramètres, le risque individuel et le risque en termes de santé publique. En fonction de sa destination d'usage, le dispositif sera donc classé en classe A, B, C ou D, D étant la classe de risque la plus élevée et la classe A, la classe de risque la plus faible. Dans quelques mois, à quelques mois de la date d'application du règlement DIF, vous avez très certainement pris connaissance de ces règles de classification et vous avez déjà probablement identifié la classe de vos produits. Sachez sinon que les règles de classification sont décrites dans le règlement 2017-746 à l'article 47 et à l'annexe 8 également. Et ces règles sont explicitées dans le guide 2020-16 qui est sorti en novembre dernier et qui vous donnera plein d'exemples et qui vous permettra de comprendre bien ces règles et leurs subtilités. Si on cartographie le processus de certification pour les DMDIV, la notion d'échantillonnage n'apparaît finalement que pour les classes B et C. En effet, l'article 48 prévoit une route réglementaire pour la classe B, qui est décrite en annexe 9 du règlement DIV, et deux routes réglementaires au choix du fabricant pour la classe C. Une de type annexe 9 et une autre qui couple les procédures décrites en annexe 10 et 11 respectivement. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la voie réglementaire annexe 9 qui prévoit pour ces deux classes, et ces deux classes seulement d'ailleurs, de combiner l'examen de la conformité du système de management de la qualité à une étape d'évaluation par échantillonnage des documentations techniques par l'organisme notifié. Pour les les dispositifs médicaux de classe B, il faut que l'organisme notifié examine au moins un dispositif par catégorie. Et pour les dispositifs médicaux de classe C, il faut que l'organisme notifié examine au moins un dispositif par groupe générique. Nous allons revenir sur ces deux termes dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Pour mémoire, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de classe B et C, qui sont des autodiagnostics ou des diagnostics auprès du patient ou encore des diagnostics compagnons, l'examen de la documentation technique n'est pas échantillonné, il est réalisé par l'organisme notifié de manière systématique pour chaque produit. On retrouve donc dans ces procédures le principe d'intervention de l'organisme notifié de manière proportionnée à la classe de risque du dispositif. On sait donc maintenant que la procédure d'échantillonnage s'applique dans le cas des dispositifs de classe B et C et que l'organisme notifié
qui en a la responsabilité, enfin c'est l'organisme notifié pardon, qui en a la responsabilité, mais à quel moment se fait l'échantillonnage? Pour comprendre, revenons 2 minutes sur le processus de certification. Après une première prise de contact et avant toute chose, l'organisme notifié va procéder à une vérification préliminaire pour s'assurer que les produits du fabricant relèvent bien du règlement 2017-746, que les activités et les produits du fabricant s'inscrivent dans son champ d'application et que la classification des dispositifs a été correctement établie. C'est pourquoi, pour ceux qui sont déjà passés par là, l'organisme notifié vous demande un certain nombre d'informations relatives à la description du ou des dispositifs avant même d'éditer un devis. C'est aussi sur la base des informations fournies à ce stade que l'organisme notifié va travailler une première fois sur le plan d'échantillonnage afin d'évaluer la charge de travail et donc le montant du devis. Après réception de la commande et la signature du contrat, le fabricant doit alors transmettre la demande formelle d'évaluation de la conformité qui contient toutes les informations et déclarations spécifiées dans les annexes 9 à 11. Cette demande formelle est ensuite examinée dans un premier temps, et ceci est une nouveauté du règlement d'ailleurs DIV, pour en confirmer la recevabilité. Ce qui permet, entre autres, à l'organisme notifié de confirmer le statut et la classe des dispositifs, la procédure d'évaluation de la conformité qui a été choisie par le fabricant, et à la suite de quoi il pourra rédiger un rapport qui sera téléchargé dans le DAMED en cas de rejet ou de retrait. On voit donc que le plan d'échantillonnage sera une première fois travaillé au moment de la rédaction de l'offre, puis il sera confirmé lors de la phase d'évaluation proprement dite en corollaire du programme d'audit. L'annexe 7, qui reprend toutes les exigences applicables aux organismes notifiés, détaille les modalités d'évaluation des documentations techniques, et vous avez par ailleurs le guide d'interprétation MDCG 2020-13 qui présente plus de détails pratiques sur ces sujets. Ce qu'il faut retenir, tout d'abord, l'évaluation de la documentation technique est un préalable à l'audit sur site. Les données de sortie de l'un sont les données d'entrée de l'autre. Ensuite, le plan d'échantillonnage doit être représentatif des DMDIV couverts par le contrat de certification. Il va donc dépendre du nombre de catégories et ou de groupes génériques, du nombre de documentations techniques au sein de chaque catégorie et ou de groupe générique. Enfin, les DT qui sont sélectionnés sont examinés sur le fond, d'abord, pour vérifier la conformité aux exigences générales de sécurité et de performance applicables, et sur la forme, pour vérifier que l'ensemble des éléments prévus aux annexes 2 et 3 sont bien présentés et contribuent à la démonstration de conformité. Le guide d'interprétation MDCG 2020-13 précise également comment l'organisme notifié doit établir son plan d'échantillonnage en fonction des années du cycle de certification. La première année, c'est-à-dire l'année où le certificat sera émis, au moins une documentation technique de chaque catégorie et ou de chaque groupe générique doit être évaluée. Les 4 années suivantes, le guide fixe des principes quantitatifs et qualitatifs. Pour ce qui est du dénombrement, on reprend le principe de la première année, auquel on ajoute l'obligation d'évaluation d'au moins 5% des documentations techniques pour chaque catégorie et chaque groupe générique lors du premier cycle de certification et au moins 15% pour les suivants. On reviendra sur ces notions-là aussi. En fonction du nombre de produits au catalogue, cela peut représenter un nombre important de documentation technique. Le guide prévoit aussi ce qui est à examiner si l'entreprise commercialise peu de produits. Dans ce cas, les mêmes documentations techniques seront réexaminées en mettant l'accent sur les données après commercialisation. D'un point de vue qualitatif, l'organisme notifié doit tenir compte dans sa sélection de la nouveauté de la technologie, de l'incidence potentielle sur le patient et la pratique médicale standard, ainsi que des résultats de toute évaluation antérieure pertinente. Il est à noter qu'au moment du renouvellement, le plan d'échantillonnage se poursuit. L'organisme notifié ne reprend pas les critères de sélection de la toute première année.
Le plan d'échantillonnage a une forme définie dans le règlement DIF. Il doit contenir des éléments d'identification, de planification et les résultats des évaluations. Il peut être modifié à l'initiative de l'organisme notifié en fonction de son analyse d'informations issues de données scientifiques et cliniques, de données de la surveillance après commercialisation et ou de données de vigilance. Le plan d'échantillonnage sera modifié également en cas de modification de la gamme des produits couverts par le certificat ou si le fabricant ajoute de nouveaux produits. Nous avons introduit la notion d'échantillonnage par catégorie de produits pour les classes B et par groupe générique pour les classes C. Mais comment ces catégories et ces groupes génériques sont-ils définis? Alors, commençons par nous intéresser aux catégories de dispositifs. C'est le guide de MDCG 2019-13 sur l'échantillonnage des dispositifs de classe B et C qui nous explique que les catégories de dispositifs sont définies par les codes IVR, se rapportant à la conception et à la destination du dispositif, tel que décrit dans le règlement d'exécution 2017-2185, qui est relatif au code pour la désignation des organismes notifiés. Dans ce règlement d'exécution, on trouve 33 codes IVR qui sont organisés en 8 familles, selon que les dispositifs sont destinés à déterminer les groupes sanguins, les groupes tissulaires ou s'ils concernent les marqueurs du cancer et les tumeurs non malignes ou l'analyse génétique humaine, etc. Si on fait un focus, par exemple, sur les codes IVR 501 à 506, on va trouver 6 catégories de dispositifs destinés à être utilisés pour le dépistage, l'identification d'agents infectieux ou la détermination de l'état immunitaire avec, par exemple, la catégorie IVR 503 pour les dispositifs utilisés pour détecter la présence d'un agent infectieux, type bactéries, champignons, parasites, mycobactéries, virus, etc., ou l'exposition à un tel agent, y compris les agents sexuellement transmissibles, par toutes les méthodes directes ou indirectes possibles. Et par ça, on entend tous les moyens de tests immunologiques, de tests de biologie moléculaire, ou par marquage, ou par des tests histologiques. On peut prendre par exemple ici un dispositif qui serait destiné pour la détection de la présence du virus de la grippe. C'est un exemple comme un autre. Donc, voyons maintenant comment on définit les groupes génériques. La notion de groupe générique de dispositif est définie à l'article 2.8 du règlement DIV comme un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire ou possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs sans prise en compte de leurs caractéristiques particulières. Le guide 2019-13 explique qu'un groupe générique doit s'entendre comme le niveau 3 de la nomenclature européenne en combinaison avec le code IVP le plus approprié. Les codes IVP, comme les codes IVR qu'on vient de voir précédemment, sont décrits dans le règlement d'exécution 2185, qui est relatif au code de désignation pour les organismes notifiés. Et ils font référence aux connaissances spécifiques nécessaires que doit avoir l'organisme notifié pour vérifier la conformité du produit. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la nomenclature européenne pour les dispositifs médicaux et à quoi correspond ce fameux niveau 3 de la nomenclature? Depuis mars 2019, c'est la nomenclature italienne CND qui a été retenue par la Commission européenne pour remplacer le GMDN qui était la nomenclature en vigueur jusque-là. En 2 mots, cette nomenclature EMDN compte 8169 codes avec 22 catégories. Chaque dispositif médical est défini par un code alphanumérique à 13 digits maximum, qui sont composés d'une lettre pour le niveau 1, qui fait référence à la catégorie, 2 chiffres faisant référence au groupe, c'est le niveau 2, et une série d'autres couples de chiffres se référant au type, et ça c'est ce qu'on appelle le niveau 3, et le nombre de chiffres dépend du niveau de détail. Tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont regroupés dans la catégorie définie par la lettre W. Les différents codes sont listés dans un fichier Excel, je vous ai mis le lien, et ce fichier Excel, on peut le filtrer par catégorie et par niveau.
je vous ai mis le lien, il est téléchargeable depuis le site de la Commission européenne. Donc, voici à quoi ça ressemble pour les dispositifs de diagnostic in vitro quand on filtre sur le niveau 3, qui nous intéresse pour définir le groupe générique d'un dispositif. On voit que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont regroupés selon qu'il s'agit de réactifs, d'instruments de diagnostic in vitro et de dispositifs d'usage générique. Le niveau 3 de la nomenclature européenne correspond donc pour les dispositifs diagnostiques in vitro à un code commençant par la lettre W, suivi de 4 chiffres. Une fois que l'on a défini le code EMDN niveau 3 pour chaque dispositif de classe C, il faut y associer le code IVP le plus approprié pour connaître leur groupe générique. Comme je disais précédemment, les codes IVP permettent le regroupement des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en fonction des connaissances spécifiques nécessaires en matière de procédure d'examen par les organismes notifiés. Donc, en voici la liste, il y en a 14. On peut citer par exemple le code IVP 3007 qui correspond au dispositif nécessitant des connaissances en matière de dosage immunologique. Concrètement, quel serait le groupe générique d'un kit de réactifs permettant de faire un dosage immunologique par ELISA? Pour ce kit, alors si on regarde déjà le code EDMN de niveau 3, c'est le W0102 qui correspond au réactif d'immunochimie. Et ensuite, si on regarde le code IVP le plus approprié, on voit que c'est le code IVP 3007 que l'on vient de mentionner, qui est relatif au dosage immunologique. Donc, le groupe générique de ce type de kit, c'est W0102 3007. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un fabricant qui s'apprête à faire sa demande de certification. Alors, prenons le cas d'un fabricant qui aurait à son catalogue des trousses de réactifs, donc des kits pour les maladies infectieuses, des kits pour des applications en oncologie, des instruments de laboratoire spécifiquement validés pour des analyses de diagnostic in vitro ou pas, et des kits pour la préparation des échantillons à usage de recherche ou, au contraire, spécifiquement dédiés à l'extraction d'ADN viral pour un usage diagnostique. La première étape en vue de la certification consistera pour lui à classer ses produits par classe de risque, puis par catégorie et par groupe générique pour les produits de classe B et C respectivement. Donc, dans l'exemple, tous les produits de classe C mentionnés appartiennent à un seul groupe générique, le W0106-3011, tandis que l'on peut identifier deux catégories de produits dans les classes B. La catégorie IVR 503 pour les kits destinés à détecter la présence d'un agent infectieux et la catégorie IVR 554 pour les kits destinés à déterminer la charge infectieuse. Si on exclut les produits hors scope du règlement, c'est-à-dire les produits de recherche, par exemple, ou les produits, les instruments généraux de laboratoire, la documentation technique des produits de classe A ne fera pas l'objet d'un examen par l'organisme notifié. C'est le fabricant qui devra attester de la conformité de la documentation technique. A contrario, la documentation technique de chaque dispositif de classe D sera examinée par l'organisme notifié en vue de la certification initiale. Concernant les produits de classe B et C, l'organisme notifié devra établir le plan d'échantillonnage, de sorte qu'au moins une documentation technique par groupe générique pour les classes C et au moins une documentation technique par catégorie pour les classes B soit examinée avant la certification initiale. Pendant la phase de surveillance, le plan d'échantillonnage devra prévoir l'examen d'au moins une documentation technique par groupe générique pour les classes C ou au moins une documentation technique par catégorie pour les classes B entre la délivrance du certificat et sa date d'expiration. Comme on l'a vu, le plan d'échantillonnage doit être représentatif du nombre total de dispositifs au catalogue. Il est donc attendu qu'au minimum 15% de la documentation technique de chaque catégorie pour les dispositifs médicaux diagnostiques in vitro de classe B et de chaque groupe générique pour les classes C
soit examiné pendant le temps de validité du certificat. Dans l'exemple, on comptait 16 dispositifs de classe C dans le sous-groupe générique W0106-3011, ce qui veut dire que pour la certification initiale, au moins une documentation technique sera examinée et 2 ou 3 autres au minimum seront examinés pendant la période de 5 ans de validité du certificat, si le nombre de dispositifs de ce groupe générique ne change pas entre-temps. Ce pourcentage de 15% pourra être réduit à 5% lors du premier cycle de certification pour éviter l'engorgement des organismes notifiés les premières années. C'est ce que prévoit le règlement. Donc voilà pour le plan d'échantillonnage initial. Mais en fait, dans la réalité, il est fort probable que le fabricant mette d'autres dispositifs sur le marché pendant la période de 5 ans de validité du certificat. Que se passe-t-il donc dans la vraie vie si le fabricant sort un nouveau dispositif de classe B ou C? Deux situations se présentent selon que la gamme de produits couverte par le certificat est modifiée ou pas. Première situation, le fabricant veut commercialiser un nouveau kit qui va se rattacher à un groupe générique ou à une catégorie qui est déjà couverte par le certificat, donc sans modification de la gamme de produits couverte par le certificat. Ce sera le cas notamment si le fabricant veut commercialiser une variante d'un kit existant, par exemple avec plus de réactions dedans. Dans cette hypothèse, les deux kits auraient le même IUD-ID de base et la référence serait ajoutée à une documentation technique existante. Dans ce cas, il faut que le fabricant informe l'organisme notifié, mais il n'y aura pas de modification du plan d'échantillonnage. En revanche, il faudra mettre à jour la base de données d'AMED et peut-être que le certificat sera modifié pour y ajouter l'IUD-ID du nouveau dispositif. En effet, les organismes notifiés ont l'obligation de mentionner la catégorie ou le groupe générique est couvert par le certificat sur le certificat délivré, mais certains pourront décider de détailler la liste des IUD-ID des dispositifs couverts. Donc, dans ce cas, il faudra le modifier. Autre cas, le fabricant ajoute une référence dans une catégorie ou un groupe générique qui est couvert par le certificat. Par exemple, si on rajoute un kit dans la catégorie W0106-3011. Dans ce cas, le fabricant va établir une nouvelle documentation technique. L'organisme notifié doit être informé, bien entendu, et il peut décider de modifier le plan d'échantillonnage, en particulier dans le cas où la technologie utilisée serait différente des kits du même groupe générique, déjà au catalogue, par exemple. Dans tous les cas, la base EDAMED doit être mise à jour et il est possible que le certificat soit mis à jour pour les raisons que j'ai dit précédemment. Que se passe-t-il maintenant si le fabricant ajoute une référence dans une catégorie ou un groupe générique qui ne serait pas couvert par le certificat? Si on reprend toujours l'exemple du même fabricant, ce sera le cas s'il décide de commercialiser par exemple un kit de détection des immunoglobulines de type M anti-rubéole dans le groupe générique W0105-3007 qui n'était pas représenté jusque-là. Dans ce cas, la gamme de produits couverts par le certificat serait modifiée. Et outre la documentation technique que le fabricant devra établir en conformité avec le règlement, il faudra qu'il prévoie un amendement du contrat d'engagement avec l'organisme notifié qui devra examiner la documentation technique du nouveau dispositif avant sa mise sur le marché. Un nouveau certificat de conformité étendu à la nouvelle catégorie ou au nouveau groupe générique sera alors délivré et le plan d'échantillonnage global sera modifié. La base d'AMED sera mise à jour. Voilà, j'espère que ces différents cas pratiques vous auront éclairé et que vous avez maintenant une vision plus claire de la notion d'échantillonnage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup Agnès pour cette présentation qui est riche en enseignements. Nous avons effectivement reçu des questions au préalable déjà par mail, mais une autre via le chat. Alors, n'hésitez pas effectivement à continuer à poser vos questions et Agnès y apportera ses réponses. Alors, première question, peut-il y avoir plusieurs codes IVP pour un même DMDI? Alors, ce n'est pas impossible, encore que si on revient sur la liste, je vais essayer de revenir rapidement. C'est assez spécifique de chaque technologie, donc il faudrait regarder plus précisément, mais a priori, voilà, enfin, c'est envisageable.
Le code MDC, enfin le guide MDCG numéro 13, là, 2021-13, il apporte des précisions sur ça aussi, au cas où il y aurait plusieurs codes applicables, en tout cas pour les codes IVR, et je pense que c'est aussi le cas pour les codes IVP, de prendre le premier sur la liste. Mais voilà, à vérifier en tout cas pour les codes IVP. Je pense que c'est moins applicable que pour les codes IVR. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs codes IVR. Pour les codes IVP, je n'ai pas de cas qui me viennent en tête. Alors, très bien, Agnès, merci beaucoup. Une autre question, alors, donc, tous les dispositifs de classe C font-ils l'objet d'une évaluation de la conformité par échantillonnage? Alors, pour les classes C, non, puisqu'en fait, la notion d'échantillonnage, par exemple, ne s'applique pas aux compagnons diagnostiques, ni aux autotests, ni aux diagnostics auprès du patient pour lesquels l'organisme notifié devra évaluer la documentation technique pour chaque dispositif. D'ailleurs, pour les compagnons diagnostiques, l'organisme notifié devra consulter aussi l'autorité compétente désignée ou l'agence du médicament pour évaluer également cette documentation technique. Très bien. Une autre question qu'on avait reçue au préalable par mail. Le fabricant peut-il s'affranchir d'établir une DT pour un dispositif qui ne ferait pas partie du plan d'échantillonnage? Alors, dans tous les cas, il faut retenir que le fabricant il a l'obligation d'établir une documentation technique pour chacun des dispositifs à son catalogue, quelle que soit sa classe de risque. La notion d'échantillonnage, elle n'intervient qu'au moment de la demande de certification pour les dispositifs de classe B et C, sur la base des informations qui sont fournies par le fabricant. Mais en fait, comment dire, l'échantillonnage, le plan d'échantillonnage, c'est l'organisme notifié qui l'établit et c'est lui qui pourra le faire évoluer au cours du cycle de certification en fonction des sorties produits. Mais dans tous les cas, le fabricant doit établir une documentation technique pour l'ensemble des dispositifs à son catalogue. Qu'il soit de classe A, si c'est du classe A, ensuite c'est le fabricant qui aura la responsabilité de faire le marquage CE, enfin en tout cas d'évaluer sa conformité et de demander le marquage CE. Et ensuite pour les autres, pour les classes B et C, là pour le coup, donc, il y a l'échantillonnage qui intervient et cet échantillonnage est fait par l'organisme notifié. Pour les autres types de dispositifs, la documentation technique est regardée une par l'organisme notifié, notamment s'il s'agit des classes D ou des autotests ou des tests auprès du patient. Très bien. Alors, on enchaîne avec une autre question. Le fabricant peut-il sélectionner lui-même les produits de classe B ou C dont il soumettra les documentations techniques à l'organisme notifié dans le cadre de l'évaluation par échantillonnage? Non, c'est l'organisme notifié qui établit le plan d'échantillonnage sur la base du dossier de demande de certification, et ce, avant de procéder à un audit du système de management de la qualité. Ce n'est pas le fabricant qui s'occupe de ça. D'accord. Alors, nous avions aussi reçu une autre question par mail. N'hésitez pas, hein, si vous avez profité de la présence d'Agnès, hein, si vous avez des questions pour intervenir. La question est la suivante. La procédure d'évaluation de la documentation technique par échantillonnage est-elle différente pour des produits effectivement fabriqués par le fabricant et pour des produits dont il aurait sous-traité la fabrication? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la notion de fabricant, elle a une connotation juridique qui est distincte de la notion de manufacturier. Le fabricant, c'est une personne physico-morale qui fabrique ou qui remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque. Ça, c'est ce qu'on va retrouver à l'article 2. Le fabricant, au sens légal du terme, il a l'obligation de détenir et de maîtriser la documentation technique pour tous les dispositifs de diagnostic in vitro à son catalogue, ceux qu'il fabrique lui-même et ceux pour lesquels il sous-traite la fabrication. Il n'y a pas de distinction au moment de l'établissement du plan d'échantillonnage. D'ailleurs, en fonction du modèle économique, il peut être nécessaire de considérer aussi l'article 16, notamment pour le cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs, aux distributeurs ou d'autres personnes.
D'accord. Alors donc, bien, merci en fait Agnès pour ces réponses précises. Effectivement, donc nous arrivons déjà, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé, nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger sur ce sujet important. Mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Et je vous invite d'ailleurs à poursuivre les échanges sur Parcours Croisé, la nouvelle communauté dédiée aux pros des dispositifs médicaux, et à intervenir sur nos groupes de discussion dédiés. Je vous remercie encore pour avoir suivi ce webinaire et je remercie surtout Agnès Martinez pour sa présentation. Et à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à tous. Merci, bonne journée.